Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler avec vous de ces substances qui font beaucoup parler d'elles et qui sont utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles, les pesticides. Parmi ces pesticides, on retrouve différentes familles de produits, comme les insecticides, les fongicides ou encore les herbicides, qui ont toute une action bien spécifique. Depuis de nombreuses années, le corps scientifique pointe du doigt les effets désastreux de certains pesticides sur la santé des écosystèmes et sur la santé humaine. Et le sujet est délicat, car comment allier une productivité certaine pour des agriculteurs qui utilisent ces pesticides pour nous nourrir et en même temps garantir une sécurité sanitaire pour l'environnement et les hommes avec des produits qui sont loin d'être inoffensifs? Au-delà de toutes ces questions, les enjeux sont énormes et il s'est construit une sorte de déni autour de la dangerosité des pesticides. Aujourd'hui, c'est à travers sa vision de sociologue que nous allons chercher à comprendre tout cela avec notre invité, Monsieur François Dedieu, qui est sociologue à l'INRAE, au laboratoire Sciences, Innovation, Société, et qui étudie notamment les rapports entre les organisations et la production de savoir dans le domaine des risques liés à l'usage des pesticides en agriculture. Il est également auteur de plusieurs publications et de livres dont le dernier s'intitule « Pesticides, le confort de l'ignorance » aux éditions Anthropocène Le Seuil. Bonjour Monsieur Dedieu et bienvenue, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation, je suis ravi également. Et autour de moi aujourd'hui, donc pour cette émission, nous avons également Damien. Bonjour à toutes et tous. Marie-Cécile. Bonjour tout le monde. Et Marine. Bonjour. Donc nous démarrons cette émission de la parenthèse scientifique, le déni de la dangerosité des pesticides, une approche sociologique. Le mot du jour. Et donc aujourd'hui, on commence avec Damien qui va nous faire le mot du jour. Alors, c'est pas un mot du jour, mais en fait, c'est deux mots du jour qui sont associés. C'est danger et risque. Alors, le danger et le risque sont deux notions souvent confondues et utilisées de manière interchangeable dans le langage courant. Mais ce sont deux mots à ne pas confondre, surtout quand il s'agit de sujets importants comme les pesticides. Un danger, c'est en fait toute source potentielle de dommages, de préjudices ou d'effets toxiques, néfastes, à l'égard d'une chose ou d'une personne. Alors que le mot risque désigne à la fois la possibilité d'un danger, c'est-à-dire exposition, et en même temps les conséquences potentielles occasionnées par ce danger. Ces deux mots sont donc intimement liés, car le risque dépend du danger, mais fonction de l'exposition à ce même danger. Ainsi, un risque peut être faible, voire nul, même en présence d'un grand danger, s'il n'y a pas d'exposition. Merci beaucoup Damien. Nous sommes de retour avec François Dedieu. Merci encore d'être avec nous. Je laisse la parole du coup à Marie-Cécile, qui a une petite question pour vous pour commencer. Oui, alors quand on pense aux pesticides, on pense souvent à l'aspect environnement santé, mais beaucoup plus rarement à l'aspect sociologique. En tant que sociologue, comment est-ce que vous en êtes arrivé à étudier le sujet des pesticides ? Merci pour cette question, qui est une excellente question. C'est vrai qu'a priori, ça peut sembler très, très curieux de voir un sociologue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe, qui analyse les rapports de pouvoir au sein de la société, qui s'intéresse aux croyances au sein de la société, de groupes en particulier, de s'intéresser en fait à un sujet qui semble en fait fait pour ce qu'on appelle les sciences dures, que ce soit la biologie ou l'épidémiologie. Mais comment j'en suis arrivé à travailler là-dessus? De manière assez simple, par une question de recherche qui a 10 ans maintenant, avec d'autres collègues de Sciences Po, Olivier Boraz. On s'interrogeait en fait sur la manière dont les pouvoirs publics en fait qualifiaient un certain nombre d'activités dangereuses de risquées, c'est-à-dire celles qui faisaient l'objet en fait de dangers qui étaient reconnus et donc à ce titre d'attention pour les pouvoirs publics. Et dans le cas des pesticides, on avait observé une intrigue de départ, c'était qu'on voyait en fait que les pesticides, il y a encore 12 ans, 13 ans, étaient présentés comme un danger pour l'environnement, mais très rarement pour la santé des travailleurs. Ce sujet semblait en fait totalement obscurci, et alors même qu'en fait, il commence à faire l'objet d'une attention de plus en plus grande de la part des médias, mais surtout en fait de la science. Donc en fait, c'était tout simple. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques un problème de cadrage, c'est-à-dire en fait comment on va cadrer un certain nombre de problèmes, quelles questions on va lui formuler, quelles réponses on va lui apporter. Et à ce titre-là, il nous semblait intéressant de regarder en fait les aspects qui sont mis dans l'ombre
de cette opération de cadrage, qui est souvent une opération à la fois politique ou administrative. Ok. Ok. Et d'un point de vue réglementaire, alors que pour les produits chimiques, on a REACH au niveau européen, donc on s'est bien réglementé. Au niveau des pesticides, comment sont-ils réglementés? Et quels sont les acteurs qui vont décider de la mise sur le marché ou non d'un pesticide et sur quels critères? Donc ça fait 3 questions en une, mais peut-être commencer voilà, par comment sont Bah, réglementés les pesticides. Tout à fait. Alors, il faut déjà rappeler qu'en fait, les pesticides sont l'objet d'une très vieille réglementation, beaucoup plus ancienne que REACH, puisque c'est à l'issue de la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on commence à réglementer ces produits toxiques. Alors aujourd'hui, où on en est? En fait, aujourd'hui, la principale réglementation qui va cadrer en fait l'analyse des risques qui sont liés aux pesticides, c'est une réglementation européenne, la 1107/2009, qui est donc une réglementation européenne qui s'impose aux États membres, dans une certaine mesure, on pourra y revenir si vous voulez, mais aujourd'hui, en fait, cette réglementation va fixer un certain nombre de conditions qui imposent à l'industrie, en fait, de se soumettre à une batterie de tests et de respecter un certain nombre de valeurs limites lorsqu'ils veulent commercialiser un pesticide. Alors, ça me donne l'occasion, en fait, de revenir ici, pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, sur le dispositif qui est essentiel dans ce dont on va parler aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le dispositif d'homologation. Donc, en 2 mots, lorsque vous êtes une entreprise du secteur de l'agrochimie, soit Syngenta, BASF, peu importe, et que vous voulez développer un produit et le mettre sur le marché, avant de le mettre sur le marché, il va falloir que vous prouviez à la fois l'efficacité du pesticide, c'est-à-dire sa capacité à atteindre sa cible, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il est capable en fait, de bien tuer les insectes, de bien tuer les champignons lorsqu'il s'agit des fongicides. Donc ça, c'est la partie de son efficacité agronomique. Puis il y a une autre partie où en fait, l'industriel doit prouver son innocuité pour l'homme et l'environnement dans un certain nombre de secteurs, donc la santé du consommateur, l'environnement en général, la santé des travailleurs agricoles qui sont les premiers concernés aussi par ce type de risque. Et donc ça, en fait, c'est ce qui peut permettre de mesurer l'innocuité d'un pesticide est défini par cette réglementation européenne. Comment ça fonctionne dans les faits? De manière assez simple, c'est-à-dire donc l'industriel va déposer auprès d'agences, alors soit européennes, soit nationales, ou plutôt de zones, je vais y revenir, leur dossier qui montre en fait ces 2 volets. Et là, les agences européennes et nationales, l'EFSA au niveau national et l'ANSES au niveau français, vont vérifier que l'industriel satisfait bien à tous les tests et les valeurs réglementaires qui sont définies donc, par la réglementation européenne. Une fois que ce travail est fait, ils vont livrer un avis. Et donc, le pesticide va être autorisé ou pas. D'accord. Et du coup, cette réglementation, on est d'accord que, de ce que vous avez expliqué, c'est donc la réglementation européenne qui prend le pas sur le national? Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il faut juste rappeler très vite que l'Europe s'occupe d'évaluer ce qu'on appelle la substance active, le glyphosate, et le national va s'occuper de ce que l'on appelle de toute la substance, c'est-à-dire à la fois la substance active, auquel on va rajouter un certain nombre de produits qui vont permettre en fait des adjuvants qui vont donner en fait des caractéristiques particulières du produit de pénétration dans la plante. J'y reviendrai si vous voulez. Bon alors, la réglementation européenne s'applique, comme c'est une réglementation, à tous les États membres de la zone considérée, parce qu'aujourd'hui, les agences d'évaluation sont regroupées par zone, sud, nord, etc. Et donc elle s'impose, c'est-à-dire que tous les États membres sont obligés de respecter ces valeurs tests. Néanmoins, la réglementation européenne prévoit que les États membres puissent déroger à certaines de ces dispositions, c'est-à-dire par exemple de ne pas autoriser des produits s'ils ne le jugent pas opportun qui seraient autorisés en Europe et qu'ils ne jugent pas opportun dans leur zone, ou être beaucoup plus rigoureux sur un certain nombre de choses. Donc c'est d'abord l'Europe, mais le national n'est pas exempt de responsabilité. Mais si l'Europe interdit, le pays ne peut pas l'autoriser, ou si, quand même? Oui, normalement, quand le produit est interdit au niveau européen, tout le monde doit le respecter. Et au niveau des tests, parce qu'en gros, ce que vous disiez, c'est que les industriels étaient responsables du montage de leur dossier et devaient prouver donc l'efficacité, l'innocuité, mais qui réellement va fournir les données toxicologiques et écotoxicologiques de ces produits ou substances actives? Bon, voilà, la réponse est très claire et rapide, ce sont les industriels eux-mêmes. Il y a un grand nombre d'années, en fait, le législateur a fait le choix de dire aux industriels, si vous voulez développer des produits, c'est à vous-même de produire
vos propres données, c'est-à-dire les données toxicologiques qui nous permettent de montrer cette innocuité. La charge du législateur de fixer le cadre en fait de ce qu'on considère comme non dangereux ou très peu dangereux. Donc, toutes les données proviennent des industriels, ça c'est très clair. Mais encore une fois, il faut savoir en fait que c'est une décision qui était délibérée, c'est-à-dire qu'on considérait que ce n'était pas aux contribuables de payer pour des textes qui seraient utilisés à des fins financières. Et du coup, les tests sont faits, mais qu'est-ce qu'on regarde comme paramètre quand on évalue la toxicité? Est-ce qu'on regarde la mortalité, la reproduction, la cancérogénité? Et est-ce que les essais sont pertinents pour évaluer la dangerosité des pesticides? Alors, c'est une très vaste question auquel je vais essayer de faire une réponse courte. Merci de la question. Donc, l'idée, d'abord, c'est qu'on évalue un très grand nombre de secteurs pour évaluer la toxicité. On va mesurer en fait la toxicité des produits sur la santé des travailleurs avec une exposition qui est quasi directe, une toxicité pour la santé du travailleur, pour l'environnement, elle-même découpée en plusieurs types de secteurs. Donc, en fait, les tests toxicologiques sont extrêmement complexes et très divers à regarder. Bon, maintenant, ce qu'on peut dire, et si on prend secteur par secteur, c'est qu'une partie de ces textes sont aveugles à un certain nombre de problématiques. On peut en citer deux. La première, ce sont les effets à long terme, c'est-à-dire les tests toxicologiques. Ça a été rappelé en introduction. En fait, il y a une distinction que vous devez faire entre en fait, l'analyse de ce qu'on appelle le danger du pesticide intrinsèque de la molécule et la manière dont concrètement l'opérateur ou le consommateur est exposé à ça. Si on considère qu'il est exposé à une très faible dose, on considère qu'il y a peu de danger. Bien, donc je reviens en fait, la première des limites de ces tests, c'est la durée dans laquelle elles sont faites. Par exemple, si on reprend le cas de la santé des travailleurs, on va essayer de regarder la toxicité d'une molécule au maximum à 2 ans sur ce test d'homologation, alors qu'on sait très bien que la cancérogénéité en fait s'étend dans le temps de manière beaucoup plus importante. Après, la deuxième chose, ce que ne mesurent pas ces tests, ce sont ce qu'on appelle des effets indirects. Par exemple, dans le cas de la biodiversité, on va regarder l'effet du pesticide sur le sol et sur un certain nombre d'insectes qui se trouvent dans le sol, mais on ne va pas regarder ces effets indirects, par exemple, sur la destruction des habitats, qui elle-même appelle à des migrations d'insectes, etc., et appelle à certaines fois en fait, à leur mise en danger. Ce que l'a bien montré un dernier rapport INRAE, Ifremer sur ce sujet. D'accord, oui, en effet, vaste sujet. Et après, si on revient à la pertinence des tests, il y a aussi donc, le côté donc, substance active qui est du coup testé, qui doit être homologué au niveau européen, si j'ai bien compris, et la forme commerciale qui est le produit, qui est évalué au niveau national. Mais du coup, est-ce qu'on ne passe pas déjà à côté de quelque chose au niveau européen quand on évalue juste la substance active, donc qui ne contient pas les coformulants, les adjuvants? Non, le travail de l'EFSA du niveau européen, c'est juste de se prononcer sur la substance active. Après, c'est le travail des agences au niveau national et donc zonal de regarder justement en fait ce qu'on appelle ces effets synergiques, c'est-à-dire à la fois la substance active et les différents mélanges auxquels on y apporte. Et là, il y a une controverse autour de ça, comme l'a montré par exemple l'association Secret Toxique en disant ces effets synergiques sont assez mal évalués. Ce sur quoi en fait les agences se défendent en disant que finalement ils se basent sur des tests qui sont considérés comme robustes. D'accord. Okay. Oui, alors qu'on n'a pas forcément une visibilité globale de tous les effets que ça peut avoir. Alors ça, c'est très compliqué. Pour vous le dire en 2 mots, il faut revenir dans la controverse scientifique. Un certain nombre de scientifiques va considérer que tant qu'on n'a pas fait des tests sur le vivant, c'est-à-dire in vivo, sur des animaux, sur cet effet synergique, finalement, on ne sait pas grand-chose. Comment on arrive à évaluer cette synergie, c'est-à-dire à la fois la substance active et tous les autres mélanges de substances? Donc là, il y a une polémique scientifique. Pour certains scientifiques et certaines associations vont dire on ne peut évaluer la synergie, donc les effets synergiques, les effets toxiques délétères de cette synergie uniquement par des tests, ce qu'on appelle in vivo, c'est-à-dire qu'on va prendre un animal et on va regarder en fait les effets de cette synergie sur son organisme. Et puis d'autres, comme les régulateurs aujourd'hui de l'ANSES, qui vont dire mais non, en fait, des toxicologues nous disent que finalement, en évaluant seulement en grande partie la substance active et en y ajoutant quelques extrapolations de toxicité de ces autres substances, finalement, ça suffit, parce que le grammage de la substance active est très important, et donc, par extrapolation, on arrivera bien à voir les choses. Vous voyez, donc, on est dans cette polémique-là.
Mais si à terme on se rend compte qu'il y a finalement un pesticide qui est plus toxique que ce qu'on pensait, notamment sa forme finale, est-ce que c'est une raison pour le retirer des marchés? Par exemple, il y a une expertise collective récente de l'INSERM qui a mis en Mmh. évidence des liens de cause à effet entre des pesticides et des pathologies humaines. Est-ce que ce type de démonstration peut avoir un poids pour le retrait des pesticides du marché? Bon, alors ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que ça pose la question de savoir comment évolue le système et comment il évalue ses dangers. Moi, la thèse que je soutiens dans mon livre, c'est de montrer qu'en fait, l'évaluation de ces dangers repose sur ce dispositif d'homologation en très grande partie à 95%. Et à partir du moment où on a le dispositif d'homologation dit qu'il n'y a pas de danger, finalement, la molécule va être reconduite, quel que D'accord. soit après un certain nombre d'études scientifiques. Alors, ce que vous dites, c'est intéressant, parce que si on reprend par exemple le cas du rapport INSERM, déjà, il va pointer un certain nombre de molécules qui sont retirées du marché. Ok. Donc, on va considérer que c'est un peu obsolète. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui me semble beaucoup plus importante, c'est qu'il existe en fait une zone inconnue sur laquelle en fait un certain nombre de travaux scientifiques vont pointer des dangers des pesticides. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir dans quelle mesure les régulateurs, et en particulier les régulateurs européens, qui font ce qu'on appelle un classement CLP, qui constitue en fait un classement de la cancérogénéité et de la manière dont le pesticide endommage le gène, ce qu'on appelle le classement CMR, ben là, il y a une zone de flou. On ne sait pas très bien comment ce classement CLP s'ajuste en permanence à la littérature scientifique. Ok. Et ça, c'est un problème. D'accord. Et du coup, on a vu que, c'était compliqué de retirer un pesticide du marché, mais est-ce que des pesticides qui ont été retirés peuvent être remis sur le marché pour d'autres raisons que leur non-toxicité? Comme par exemple, on a vu pendant le Covid. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est de dire, déjà, les pesticides qui sont retirés du marché, il y en a peu, mais là aussi, il faudrait rentrer un peu dans les détails parce que la manière, il y a des pesticides qui sont retirés du marché parce qu'on va les considérer, une fois qu'ils sont homologués, comme trop dangereux. Hein, Ouais. c'est arrivé très rarement hein, dans l'histoire. Par exemple, on va observer que leur teneur dans les aliments, il est beaucoup plus important avec ce qui avait été recommandé en fait dans l'homologation. Même chose dans les eaux. Donc à ce moment-là, on va le retirer. Hein, il y a eu des exemples hein, comme le dithioécarbonate. Enfin, il y a eu plusieurs exemples là-dessus. Bien. Mais ces cas de figure sont quand même extrêmement rares. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment en fait, où le pesticide il est homologué, et ben, finalement, il a beaucoup de chances de rester les 10 ans sur lesquels il va suivre cette homologation, puisqu'à l'issue de 10 ans, il va falloir qu'il repasse Ouais. la part de l'homologation. Dernière chose qui me semble intéressante, est-ce qu'on peut l'autoriser quand même? Ben oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le cas des néonicotinoïdes qui ont été interdits en France depuis la loi sur la biodiversité. Mais il existe en France, le législateur européen a prévu ces cas de figure, ce qu'on appelle les dérogations d'usage de 120 jours. Un pesticide qui a été retiré peut être autorisé à titre exceptionnel pour faire face à une maladie exceptionnelle en France. Donc, pour répondre à votre question, Donc oui, oui, quand même. c'est un dispositif légal. Ce qui a d'ailleurs causé une certaine polémique chez les betteraviers. Mais normalement, du coup, pas sur le long terme. Alors, ça aussi, normalement, c'est pas sur le long terme. Néanmoins, là aussi, il faut regarder dans les détails comment ces autorisations sont délivrées, parce qu'il est possible de les délivrer une année 120 jours et une autre année 120 jours, par Ah ouais. exemple. D'accord. Donc, il suffit peut-être de la demander au moment où vous avez besoin du produit dans vos récoltes pour l'utiliser d'année en année. D'accord. Bah, merci beaucoup. En tout cas, on va passer à une petite pause musicale avec une chanson que vous nous avez sélectionnée. Donc, c'est North Country Blues de Bob Dylan. On écoute ça tout de suite. Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale of when the red iron ore pits run aplenty, but the cardboard filled windows and old men on the benches tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown. Well, I was raised on the other. In the wee hours of youth, my mother took sick, and I was brought up by my brother. The iron ore poured as the years passed the door. The drag lines and shovels, they was humming.
till one day my brother failed to come home, the same as my father before him. With a long winter's wait from the window I watched. My friends, they couldn't have been kinder, and my school aid was cut as I quit in the spring to marry John Thomas, a miner. How the years passed again and the giving was good, with a lunch bucket filled every season. But with 3 babies born, the work was cut down to a half-a-day shift with no reason. Then the shaft was soon shut and my work was cut, and the fire in the air, it felt frozen, till a man come to speak, and he said in 1 week that number 11 was closing. They complain in the east they're paying too high. They say that your ore ain't worth digging, that it's much cheaper down in the South American towns, where the miners work almost for nothing. So the mining gates locked and the red iron rotted, and the room smelled heavy from drinking, and the sad silent song made the hour twice as long as I waited for the sun to go sinking. I lived by the window as he talked to himself. This silence of tongues it was building, till one morning's wake the bed it was bare, and I was left alone with 3 children. The summer is gone, the ground's turning cold, the stars one by one they're folded. My children will go as soon as they grow, for there ain't nothing here now to hold them. Nous sommes de retour avec François de Dieu et toute l'équipe du coup de la parenthèse scientifique. Merci de nous suivre. Merci François de Dieu pour ce beau choix de chanson. Y a une raison particulière pour ce choix-là ou... Alors non, elle n'est pas directement liée au sujet. Je suis juste un fan hardcore de Dylan et je trouve que cette chanson est particulièrement sublime. Aussi triste que sublime d'ailleurs, je dirais. Tout à fait, je suis d'accord. Donc merci d'être avec nous. Donc on le rappelle, on en a parlé un petit peu avant. Vous avez publié un livre qui s'appelle Pesticides, le confort de l'ignorance aux éditions Anthropocène Le Seuil. Ignorance, c'est quand même un terme assez marqué, assez important. Qu'est-ce que vous entendez par ça et vers qui est dirigé ce terme un petit peu d'ignorance ? Oui, tout à fait. Alors, l'ignorance en sciences sociales provient d'un courant de recherche qui, en gros, dit la chose suivante, c'est-à-dire on considère l'ignorance non pas d'un point de vue scientiste, c'est-à-dire de dire des choses qu'on ne connaît pas encore et que la science va connaître. On ne sait pas encore s'il y a de la vie sur Mars, mais les progrès scientifiques vont nous permettre de le voir. En sciences sociales, pour nous, l'ignorance résulte en fait de phénomènes de sélection qui soient liés en fait à la culture de la société considérée, à sa politique, ou même à des effets de sélection organisationnels et institutionnels. Et donc, dans mon cas, en fait, j'ai conceptualisé, on y reviendra peut-être de manière un petit peu particulière, ce concept, pour dire finalement le dispositif réglementaire et administratif et politique et économique, je dirais,
qui donc gère les pesticides, la version risque des pesticides, finalement ignore un certain nombre de dangers et il vaut mieux qu'il les ignore, sinon il remettrait en cause en fait un grand nombre d'arrangements à la fois institutionnels et aussi économiques. D'accord. Et du coup, comment est-ce qu'on mène ce type d'enquête? Est-ce que vous avez été voir des acteurs? Lesquels? Comment vous les abordez? Alors, comment on mène ce alors, moi je travaille, sur ce type d'enquête à partir en fait d'outils de la sociologie qualitative. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre en fait les raisons des acteurs, à utiliser par exemple, tel type de connaissances scientifiques plutôt que d'autres et donc Mmh. pour ça, il faut mener un grand nombre d'entretiens. Alors pas uniquement auprès des régulateurs, des agences de régulation, hein, qui sont les premiers concernés, mais souvent pour comprendre en fait l'origine des problèmes, il faut s'éloigner de ces sphères, administratives auxquelles on pense, tout d'abord pour aller voir en fait les industriels, mais aussi les agriculteurs et aussi les associations de lutte pour l'environnement, pour comprendre en fait comment tout ça fait système, parce que ces acteurs sont plus ou moins interdépendants les uns des Mmh. autres. Donc, moi, avec plusieurs de mes collègues, Giovanni Prete et Jean-Noël Jouzel, on a mené pendant 10 ans à peu près 200 entretiens semi-directifs auprès de cet ensemble assez complexe d'acteurs. D'accord, ça fait beaucoup. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés à obtenir certaines réponses à vos questions de la part de certains types d'acteurs? Ah oui, tout à fait. De nombreuses difficultés, et qui sont liées souvent à des bonnes raisons, hein. C'est-à-dire qu'en fait, un grand nombre d'acteurs, a peur, je pense par exemple aux agences de régulation, à ce que en fait, s'ils pouvaient se montrer trop critiques, que ça puisse se retourner contre eux. Puis comme je décris dans le livre, une des grandes logiques en fait de ces agences de régulation, c'est justement de ne pas être attaqués. Manque de peau, aujourd'hui, ils le sont quand même grandement. Même chose sur les agriculteurs, en fait, qui n'aiment pas, comme je décris dans le livre, être interrogés sur cet aspect des pesticides, pour les raisons que je décris, hein. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, la réglementation sur les pesticides est tellement contraignante que ça les oblige toujours à être hors la loi. Donc ça veut dire qu'en fait, les acteurs ne vous parlent pas spontanément comme ça. Mmh. Et donc, du coup, pour les faire parler et pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe, parce que moi, mon but n'est pas de dénoncer mais plutôt de comprendre en fait les rationalités des acteurs. Et donc, pour comprendre un peu ce qu'ils ne veulent pas et ce qui a intérêt à être tu, il y a plusieurs techniques pour ça. Une des techniques, c'est en fait d'enquêter sur le long terme sur ces sujets-là, puisqu'à un moment, en fait, un certain nombre d'acteurs vous font confiance et donc vous dévoilent des aspects qui ne sont pas forcément dévoilables. Et puis aussi en recoupant énormément les sources d'informations, hein. Par exemple, chez les agriculteurs, hein, la culture du secret que je décris dans le livre, je l'ai découverte en recoupant en fait les points de vue auprès d'un grand nombre d'agriculteurs et aussi de leurs conseillers. Mmh. D'accord. Donc ouais, ce mécanisme de déni dont vous parlez un petit peu dans votre livre et finalement qui est construit autour de différents acteurs, de différents milieux et de différents acteurs. Donc sociologiquement parlant, c'est vraiment un mix de tout ça qui fait qu'on arrive à ce mécanisme de déni. Ouais, tout à fait. Alors, d'ailleurs, ce mécanisme de déni, il est assez fascinant à reconstituer et à observer. En fait, qu'est-ce que je décris par le déni? C'est que je montre en fait comment ce système politico-administratif, hein, les agences, le ministère de l'Agriculture, ses représentants, etc., et les industriels et aussi les ONG qui y participent, en fait, s'arrangent toujours pour ignorer ce que j'ai appelé des savoirs inconfortables, c'est-à-dire en fait des savoirs qui viennent directement et radicalement remettre en cause en fait les postulats de cette science réglementaire, la toxicologie réglementaire dont on a parlé en première partie de la réunion, Oui. pour qui les remettrait trop radicalement en cause, si vous voulez. Et donc, en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que les normes, les réglementations, la division du travail au sein de ce système-là donnent aux acteurs toutes les bonnes raisons, en fait, d'ignorer d'une partie des pans les plus inconfortables, en fait, des alertes qui peuvent remonter ou des connaissances scientifiques qui peuvent leur remonter. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce que j'ai appelé si j'ai utilisé le terme de déni, c'est qu'il me permettait justement de montrer que à la fois les acteurs n'étaient pas dupes d'un certain nombre de dimensions qui étaient mises dans l'ombre, mais en même temps, finalement, ils n'avaient pas de choix. Ils arrivaient parfaitement à légitimer pourquoi ils les laissaient de côté, et puis aussi pourquoi finalement ils ne pouvaient pas faire autrement. Mmh. Ouais. En fait, si vous voulez, le déni, juste pour terminer, le mécanisme de déni permet de montrer dans l'ignorance, c'est ça qui est important, c'est qu'on arrive à ignorer des connaissances dont on a bel et bien conscience. OK. D'accord. Mais du coup, j'imagine que c'est pas spécifique aux pesticides. Est-ce qu'on peut parler du coup de déni pour d'autres sujets d'actualité, importants en environnement, en santé, par exemple les plastiques, le changement climatique? Est-ce qu'on peut parler pareil de déni?
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, alors il y a plusieurs choses, hein. Il y a plusieurs de mes collègues, hein, notamment des collègues américains, qui ont parlé aussi, comme moi, de déni organisé, pour parler en fait de la manière dont les pouvoirs publics et certains lobbies industriels s'arrangeaient pour relativiser Mm. les effets du changement climatique aux États-Unis. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus inquiétant. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des acteurs qui sont puissants dessus, mais en fait, ce déni il vient plus de la manière dont on a conçu les réglementations et l'évaluation des risques depuis 75 ans. Ok. Et donc, du coup, à ce titre-là, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'en fait, ce déni peut s'observer sur d'autres sujets, comme vous l'avez dit, environnementaux. Moi, j'étudie en ce moment le problème des plastiques avec d'autres collègues. Et effectivement, on voit ce domaine de déni qui advient, en fait, qui fait advenir un phénomène d'illusion, en fait, de la connaissance. Enfin, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais on peut l'observer aussi dans d'autres secteurs de la société, hein. Je pense, Mm. par exemple, aux violences sexuelles sur l'Église. Je pense que le modèle de Ouais. déni organisé observé dans les pesticides, on pourrait l'observer sur la manière en fait, dont les alertes ont été tues à l'Église sur ces violences sexuelles pendant plusieurs décennies. Mm. Oui. C'est vrai. Donc ouais, Et au niveau sociologique, c'est vraiment un sujet très vaste. Oui, enfin, en tout cas il faudrait regarder en fait, comment des organisations et des institutions entretiennent ces formes de déni Mm. qui ne sont pas liées forcément à une personne, mais qui sont des phénomènes collectifs. mais du coup, est-ce qu'il y a une volonté, qu'elle soit individuelle ou politique, de sortir de cette ignorance? Et s'il y en a une, quels seraient les leviers d'action possibles? Alors, aujourd'hui, on est dans une situation un peu bizarre, mais j'ai envie de vous répondre de manière un peu tranchée sur non, pas vraiment. Il y a beaucoup d'interrogations, mais en fait, finalement, même si le nombre de pesticides qui viennent sur le marché a plutôt tendance à décroître, bah, finalement, on reste toujours en fait dans ce mythe que la réglementation est suffisante, les connaissances scientifiques sont suffisantes pour pouvoir en fait juger de tous les dangers des pesticides, ce qui n'est absolument pas le cas, hein. Ce n'est pas que moi qui le dis, mais toute une communauté scientifique. Donc non, on a l'impression que finalement, ce système-là, il est tellement agrégé autour de systèmes d'intérêt, tellement emboîtés, que ce soit à la fois commerciaux, politiques ou administratifs, Ouais. qu'il n'y a pas tellement cette volonté de sortir de l'ignorance. Même si, dans les faits, on prétend toujours en fait s'en remettre au progrès de la science pour pouvoir sortir de l'ignorance. Mais dans les Mm. faits, en fait, Ça on est arrange un bien. petit peu tout le monde. C'est plus compliqué de sortir de tout ça que de tout reconstruire, j'imagine, de façon différente. Ben, c'est là où on rejoint le problème du déni, c'est-à-dire de dire si vous commencez à pointer systématiquement, trop souvent, les limites en fait, de la science réglementaire qui permet de commercialiser des pesticides, Mm. ben, vous remettez en cause en fait, tout le système en fait, du modèle agricole français, Ouais. tout simplement. Ok. Et si Ouais. vous remettez en cause tout le système du modèle agricole français, vous remettez en cause une grande partie en fait, du pan de l'économie française. Ouais. D'où le terme Et confort. donc, en fait, vous voyez un peu des enjeux qui sont emboîtés à travers ce petit fil des pesticides. Bah, vous tirez en fait des ficelles et des armoires énormes qui vous tombent dessus. Mais quand même, on se dit qu'au bout d'un moment, ça va pas tenir parce que jusqu'à quand on peut maintenir cette ignorance, même si on voit bien, comme vous avez dit, qu'il y a un intérêt économique, politique, sociétal. Ouais. Après, il y a peut-être le droit de réserve aussi des fonctionnaires, plus la peur des différents acteurs. Mais on se doute bien qu'à un moment, ça va pas tenir cette ignorance. Alors, oui, alors si vous voulez, d'abord, sur les fonctionnaires, ça ne veut pas dire qu'ils cachent des choses ou c'est qu'ils essaient de faire au mieux à leur niveau. Par exemple, c'est le cas de l'ANSES. Ils essayent de faire au mieux, hein. On a aussi en France, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais une agence qui est quand même à la pointe des progrès scientifiques. Néanmoins, malgré en fait, ces moyens-là, les moyens ne sont pas suffisants pour en fait, essayer de gérer l'ensemble des dangers qui sont liés aux pesticides. Donc vous avez raison. Alors, est-ce que ça suffit? Moi, dans le livre, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'ignorance, contrairement à ce qu'on avait montré il y a des années hein, en sociologie des sciences, où on considérait que la connaissance est un moyen de gouverner, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'ignorance est un moyen de gouverner. Il ne faut pas connaître un certain nombre de sujets pour pouvoir, en fait, tenir tous ces intérêts contradictoires. Donc, vous avez raison. Jusqu'où ça va tenir? Bah, vous avez déjà un premier indice. Il y en a plusieurs. Hein. Les maladies professionnelles des agriculteurs, dont une grande partie ne sont pas reconnues. Vous avez aussi la chute vertigineuse de la biodiversité, dans laquelle les pesticides ont été pointés du doigt sur un grand nombre de rapports, dont le dernier dont je vous parlais tout à l'heure, de l'INRAE, Ifremer. Donc jusqu'où ça peut tenir? La question est posée, mais en tout cas, on peut être que inquiet de ce mouvement-là.
Et nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on a un rôle même minime à jouer dans ce changement? Moi, je pense même que les consommateurs ont un rôle fondamental à jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez le problème des pesticides, on va le focaliser sur un problème uniquement de production agricole. Et à ce titre, on va culpabiliser les agriculteurs, Ouais. selon moi, de manière totalement déraisonnable, puisque les agriculteurs, en fait, comme on le voit aujourd'hui dans leurs revendications, sont pris en étau dans ce système-là, notamment avec la manière dont ils construisent leur rendement, dans lequel les pesticides est un élément essentiel pour Un pouvoir en outil fait pour eux. protéger leur culture et faire leur rendement. Bien, on revient au problème des consommateurs. On ne parle jamais des consommateurs finalement, alors que les consommateurs sont une des clés du déverrouillage progressif de ce système-là. Par exemple, il existe un certain nombre de solutions techniques aujourd'hui pour pouvoir se passer des pesticides. Moi, j'ai travaillé sur les pommes et aujourd'hui, on serait capable, si on changeait un certain nombre de consommations sur ce produit-là en particulier, de faire baisser de 60 à 70% en fait, l'usage des pesticides dans cette filière. Mais il faudrait que les consommateurs en fait, modifient leurs habitudes de consommation. C'est-à-dire que ne vont pas aller acheter les pommes les plus calibrées, les Gala, les Granny, et toutes les variétés, les Pink Lady qui se vendent le mieux, parce qu'elles sont belles, elles sont rutilantes, elles ont un certain nombre de crunch, etc. Mais d'avoir des variétés qui ont des calibrages différents, qui ne sont pas nécessairement aussi bonnes, etc., mais qui utilisent moins de pesticides. Donc le consommateur, lui aussi, on ne pointe pas assez en fait ces contradictions, qui à la fois en fait veut être acteur de l'environnement d'un côté, hein, en promouvant un grand nombre de campagnes, mais de l'autre côté, en fait, il veut toujours avoir ses pommes rutilantes, et qui lui semblent belles, etc. Voilà. Donc le consommateur, à moins qu'il soit informé, évidemment, Oui. mais aussi un rôle essentiel à jouer en fait dans cette histoire et dans la transition écologique du modèle agricole. Et c'est ce que j'allais dire, il faut quand même aussi qu'ils puissent être informés de ces différentes variétés, par exemple, comme vous prenez l'exemple de pommes qu'ils devraient choisir par rapport à d'autres. C'est vrai que ça, aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit trop... Il faut avoir le choix sur le marché aussi de les acheter parce qu'on ne les trouve pas forcément. Enfin, c'est Ouais, un peu mais le problème aussi, c'est qu'elles ne sont pas mises sur le marché du coup. Ouais, absolument. Alors, il y en a, mais elles sont pas encore. C'est pas ce on retrouve dans les grandes Oui. distributions. Vous ferez le test Oui. quand vous sortirez de la radio. Vous verrez, en fait, celles qui sont les plus vendues, ce sont toujours à peu près les mêmes variétés. Ouais. Aujourd'hui, si on veut une agriculture avec moins de chimie, il faut changer les modes de consommation. Une fois qu'on aura changé, c'est un des éléments clés du système. Donc, il faut qu'ils soient au courant, bien sûr. Mais par exemple, à l'INRAE, on travaille en fait sur des nouvelles variétés qui seraient moins consommatrices en pesticides. Les agriculteurs, ils seraient prêts à suivre à partir du moment où ils puissent faire les rendements qui sont. Et le vendre derrière, quoi. Ouais, absolument, qu'ils puissent Mm. les vendre derrière et en fait que ces rendements leur permettent Mhm. tout simplement de rembourser les charges qu'ils ont à leur disposition et donc de vivre de leur travail. Et donc ça, le consommateur doit les aider aussi là-dessus Mm. en ayant des produits qu'on considère être comme aujourd'hui les plus sains en termes d'analyse chimique. Et du coup, cette forme de prise de conscience, est-ce que sur les différents groupes sociologiques que vous avez étudiés, est-ce que vous avez pu remarquer une certaine prise de conscience dans ce changement de pratique peut-être ou est-ce que pour l'instant c'est vraiment... Non, alors aujourd'hui, on fait du surplace. C'est-à-dire que alors, il faut savoir ce qu'on entend par ce on derrière, parce que les modes de consommation sont extrêmement variés. Mais si on prend les modes de consommation majoritaires, par exemple, si on reprend le marché des pommes, c'est un marché comme un grand nombre de denrées agricoles qui s'expose à la concurrence internationale. Et donc, il y a une grosse pression dessus. Si vraiment on veut changer en fait de modèle agricole et qu'on veut commencer par la consommation, il faut qu'on mette en place en fait les dispositifs expérimentaux qui nous permettent de voir en fait si une pomme qui est tolérante à certaines maladies qui vous permettent de passer des pesticides va trouver son marché et lequel. Ouais. Et ce sera le marché de très grande consommation, des circuits courts ou pas, et comment les agriculteurs vont pouvoir embrayer en fait sur la production là-dessus. Je pense D'accord. que c'est une solution du déverrouillage, il vient de ça. Et surtout pas en fait de cette politique qui aujourd'hui un peu fait l'autruche en ciblant uniquement par ce plan éco-phyto qui ne sert pas à grand-chose, uniquement les agriculteurs, en essayant de leur faire la leçon sur la manière dont ils devraient conduire leur culture. Et maintenant, on va essayer d'ouvrir un petit peu à l'Europe. Donc, on sait qu'en Europe, la France est l'un des plus gros consommateurs de pesticides. C'est pas le seul pays, hein. Il y a l'Espagne et d'autres pays. Est-ce que ces questions autour des pesticides dans d'autres pays et cette culture de l'opacité est la même en Angleterre, en Allemagne ou dans les pays scandinaves, par exemple? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question puisque j'ai pas pu faire un benchmark de l'opacité en fait
dans tous les pays européens. Ce que je peux vous dire, c'est que la France est très exposée sur cette question pour 2 raisons. Vous avez rappelé la première, c'est que l'agriculture française est la principale pourvoyeuse en fait, de denrées agricoles au niveau européen. Donc, ce sujet est extrêmement sensible. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la France dispose en fait de l'organisation, l'ANSES, qui en fait a un nombre de moyens qui est beaucoup plus important en fait que ses homologues européens. Ce qui semble un peu normal, puisqu'en fait tous n'ont pas en fait la même, l'agriculture n'a pas le même poids. Donc, est-ce que l'opacité est plus ou moins grande? Écoutez, j'aurais envie de vous dire, en tout cas, les enjeux, ils sont peut-être moins sensibles là où les enjeux agricoles sont extrêmement importants. Surtout qu'aujourd'hui, l'agence française, l'ANSES, encore une fois, doit gérer en fait la zone sud, c'est-à-dire en fait l'agriculture de France et aussi d'Italie, qui lui ressemble en partie, et celle de l'Espagne. Donc les enjeux là sont très importants. Ouais. Donc on peut penser en tout cas, c'est que plus les enjeux sont importants, plus on va déployer des stratégies pour essayer, peut-être pas uniquement de créer de l'opacité, même s'il y en a, une certaine part, s'il y en a, mais en tout cas de se défendre. Ok, merci. Et du coup, dernière question vraiment d'ouverture. Est-ce qu'on peut imaginer une France sans pesticides? Est-ce que vous l'imaginez? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors moi, je suis pas peut-être le meilleur spécialiste, mais là aussi, en fait, si vous regardez, en fait, c'est une question. On pose cette question en France depuis très longtemps maintenant, depuis au moins une quinzaine d'années, à travers les premières réflexions autour du plan Éco-Phyto de 2007-2008. Et moi, je pense, à ce stade de ma réflexion, je pense qu'on ne pourra jamais totalement se passer des pesticides. Si on veut une agriculture avec des produits aussi peu chers, etc., on ne pourra pas se passer entièrement des pesticides. Néanmoins, ce qui me semble important de faire, c'est en tout cas de se débarrasser des pesticides qui sont les plus nocifs, les plus dangereux, les CMR, qui représentent encore les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, qui représentent encore 20% du marché. Donc ces pesticides les plus toxiques, eux, il me semble urgent de s'en débarrasser, puisque ces effets en fait sont très limités, sont très nocifs. Je pense qu'on n'y arrivera jamais totalement, complètement à titre personnel, mais il y a d'autres collègues ou d'autres chercheurs vous diront que si on change radicalement, comme les chercheurs de l'IDRI, tous les modes de consommation, on pourrait avoir une agriculture qui serait 100% chimique. Ça dépend un peu du projet politique et de la radicalité que vous voulez y mettre. Mais il y a clairement de la place pour l'amélioration, quoi. Ah certes. Alors là, si on peut terminer sur un message optimiste, c'est que les solutions d'amélioration, elles existent, on les connaît. Maintenant, il s'agit de trouver en fait le bon levier dans ce système extrêmement complexe pour les mettre en œuvre. Et pour l'instant, en fait, le gouvernement s'y prend, comme les précédents, s'y prend extrêmement mal. C'est-à-dire en fait en focalisant sur une toute petite partie du système. Alors qu'il faut envisager les choses comme un tout. En fait. Dans la globalité. Producteurs et en passant par les industriels, puisque en fait, tous ces éléments forment une chaîne qui sont liés. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses très, très précises, très concrètes et intéressantes surtout. Merci d'avoir été avec nous pour cette interview. Et c'est moi qui vous remercie et très bonne journée. Merci, à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et donc on enchaîne après cette interview de Monsieur de Dieu, une pause musicale avec Le déni de l'évidence par Mes aïeux. Savoir maintenant, tout le monde sait ce que personne veut voir maintenant. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde sait mais personne veut le voir pour l'instant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faudrait faire maintenant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde sait ce qu'il nous faudrait faire mais pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant. Je veux rien devoir, tu veux rien devoir maintenant. Tout le monde remet son devoir à demain pour l'instant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudrait se lever maintenant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se
pendant que les aiguilles avancent. Tactique politique économique sans éthique, tactique politique économique sans éthique, tactique politique économique sans éthique. Si une équipe est apathique, on est si une équipe est apathique. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Mais pense quand tu danses à l'énergie que tu dépenses. Pense au temps que tu prends pendant que les aiguilles avancent. Et elle avance, la date d'échéance, elle avance, la date d'échéance, elle avance. Et elle avance, ouais, elle avance, la date d'échéance, elle avance, la date d'échéance, elle avance. Ouais, bonne chance. Change la cadence, faut se rendre à l'évidence. Quand on est ensemble, la danse de la dernière chance. Il faut que dans les yeux s'allume le feu de la conscience. Il faut que dans les yeux renaisse le bleu de la confiance. Change la cadence, faut se rendre à l'évidence. Quand on est ensemble, la danse de la dernière chance. Change la cadence, faut se rendre à l'évidence. Quand on est ensemble, la danse de la dernière chance. Change la cadence, faut se rendre à l'évidence. Le déni de l'évidence. Change la cadence, faut se rendre à l'évidence. Le déni de l'évidence. Change la cadence, faut se rendre à l'évidence. Le déni de l'évidence. Change la cadence, faut se rendre à l'évidence. On reprend cette émission avec les actualités scientifiques. Alors on démarre par une étude récente publiée dans PNAS qui a révélé que l'eau en bouteille contient des centaines de milliers de particules de plastique par litre. Les plastiques sont désormais omniprésents dans notre vie quotidienne et suscitent de plus en plus de préoccupations en matière de santé humaine, comme vous avez pu le constater au niveau des médias. Si la problématique des microplastiques a été mise en évidence notamment au niveau marin, les nanoplastiques quant à eux sont moins connus et beaucoup moins étudiés que leurs cousins les microplastiques. Et la problématique est importante, car les nanoplastiques sont supposés être plus toxiques du fait de leur taille plus petite, ce qui les rend beaucoup plus aptes par rapport aux microplastiques à pénétrer dans le corps humain, que ce soit par voie aérienne ou au niveau de l'eau par exemple. Mais ils sont si petits que cela pose des problèmes analytiques, c'est-à-dire au niveau de leur détection et de leur quantification. Des chercheurs se sont donc retroussés les manches pour améliorer la technologie analytique permettant la quantification des nanoplastiques à l'aide de l'imagerie hyperspectrale et de la modélisation. Et la surprise. En prenant pour exemple l'eau de bouteille provenant de bouteilles en plastique, les chercheurs se sont aperçus que la concentration en micro et nanoplastiques était beaucoup plus élevée, 100 fois plus élevée, qu'avec les anciennes méthodes d'analyse, et que 90% des plastiques présents étaient des nanoplastiques. Et j'enchaîne avec une autre nouvelle sur les légumineuses comme probiotiques. On sait que les légumineuses sont des aliments ayant beaucoup de qualité en termes de nutrition. Elles n'en finissent pas de nous surprendre. En effet, une équipe du Centre de cancérologie MD Anderson à la Texas University a récemment publié une étude mettant en avant que la consommation régulière de haricots blancs dans le cadre de l'alimentation, favorise le traitement et la récupération du cancer colorectal et pourrait même participer à sa prévention. Et c'est grâce aux fibres, acides aminés et autres nutriments qu'ils contiennent qu'on observe un meilleur équilibre au niveau du microbiote intestinal et donc une diminution des inflammations pour ceux qui en consomment régulièrement. Et donc pour cette troisième actualité, on reste sur le thème de la santé et de l'alimentation. Et donc, on le sait, le régime alimentaire peut contribuer à la prévention du déclin cognitif lié à l'âge.
Mais jusqu'à maintenant, on connaît peu le lien entre les fonctions cognitives, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau qui nous permet d'interagir avec notre environnement chez les personnes âgées, et la consommation de produits laitiers, quand bien même on nous répète qu'ils sont nos amis pour la vie. Bref, une équipe de chercheurs japonais a étudié 1500 adultes de plus de 65 ans pour voir s'il existait un lien entre la consommation de fromage et la baisse des fonctions cognitives. Je vous imagine déjà en train de retenir votre souffle en vous demandant s'il va falloir arrêter de manger du fromage pour s'assurer une vieillesse sans démence. Eh bien, je vous rassure, la réponse est plutôt rassurante. En effet, les chercheurs ont observé que la consommation de fromage était inversement associée avec le risque de faibles fonctions cognitives chez les personnes âgées testées. Mais il est difficile pour eux de dire que ce résultat n'est que lié à la consommation de fromage. Donc les auteurs suggèrent en effet que ce résultat pourrait également être lié au fait que parmi les personnes testées, les mangeurs de fromage avaient tendance à consommer une plus grande variété de nourriture. En bref, difficile de trancher de façon sûre, mais ça reste plutôt positif et dans le doute, et surtout en cette saison hivernale, à vos caclons. Merci Marie-Cécile, vive le fromage. On enchaîne donc avec Marine qui va nous présenter la science poétique. La science poétique. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de l'Atlas géologique poétique de Emmanuel Poudeba aux éditions Artaud. Alors, je vais vous parler du poisson qui marche, et sous son vrai nom, le poisson chauve-souris. C'est un poisson qui marche sous l'eau, j'ai nommé le diable de mer. Mais d'où sort cette curiosité aquatique ? Cette espèce vit dans les eaux du Galapagos. Ses nageoires pectorales ressemblent, vues de dessus, aux ailes des chauves-souris, d'où son nom. Ce poisson possède une tête circulaire ou en forme de boîte. Oxcephalus darwini est un animal remarquablement étrange, même au sein de sa famille, les oxéphalidés. Entre son corps aplati triangulaire recouvert de bosses et d'épines, son rouge à lèvres, ses 4 pattes, son grand nez et sa petite trompe rétractile, on finit par se demander s'il ne s'agit pas d'un canular. Connu pour ses lèvres rouges presque fluorescentes qui améliorent probablement la reconnaissance des espèces pendant les périodes de reproduction, ce poisson n'est pas un excellent nageur. Il est plus efficace en marchant sur les fonds marins. Comment fait-il ? Eh bien, il déambule du bout de ses nageoires pectorales et pelviennes. Fortement développée sur le plan musculaire, elle lui donne l'apparence de grandes jambes. Elle possède même une sorte de coussinet charnu sur le bout des rayons. Nul besoin d'être sur la terre ferme pour marcher, ni d'avoir des pieds. Outre cette capacité locomotrice inattendue, ce poisson chauve-souris se paye également le luxe, pour chasser, d'utiliser son ilicium, du latin ilicere, amorcer. Qu'est-ce donc ? Au-dessus de la tête du poisson chauve-souris se trouve une nageoire dorsale qui, à l'âge adulte, vient se projeter en forme d'épine sortant du sommet de la tête, lui donnant un espèce de nez proéminent ou rostre. Ce poisson s'en sert comme moyen pour attirer les poils tels que les petits poissons, les crustacés et les mollusques. Mais il y a plus encore. Entre la base de ce rostre et la bouche, le plus souvent dans une cavité, se trouve un organe surprenant, un leurre rétractile. Ou devrais-je dire une canne à pêche qui sécrète même parfois un liquide agissant comme un appât chimique. Le poisson chauve-souris peut ainsi déployer et faire osciller son leurre pour appâter ses proies. Il semblerait même que son leurre lui serve à les détecter. Autant dire que le piège est redoutable. D'autant que ce poisson utilise d'autres stratégies pour chasser. Certains spécimens couvrent partiellement leur corps de sable ou s'enterrent pour se camoufler. Magnifique adaptation qui permet à ce poisson de chasser à l'affût, posté sous le sable ou sous une roche, et attirant ses proies, comme si ses lèvres éclatantes ne suffisaient pas à faire fasciner les alentours. Merci Marine, et on passe tout de suite aux actualités de la Fondation. Je laisse la parole à Marie-Cécile. Vous reprendrez bien un peu de science ? Alors, comme actualité, on a la prochaine conférence grand public qui aura lieu le 28 février à la médiathèque La Tour Maubourg, oui. Voilà. Avec Madame Sarah Pujalon, qui viendra nous parler des écosystèmes aquatiques, de leur rôle, leur fonctionnement et des enjeux de la végétation. Pour toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Fondation. Et on enchaîne avec une formation. Donc la Fondation Evertea organise pour la seconde année consécutive une école pour les jeunes chercheurs en toxicologie, écotoxicologie et écologie. Elle se déroulera du 24 au 27 juin prochain à Valence. Et n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour bénéficier d'un prix réduit, Early Bird, sur la formation. Merci beaucoup Damien. Merci à tous de nous avoir suivis. On arrive à la fin de cette émission. Donc on vous dit tous à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ?
Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.